Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec... Moi je m'appelle Carole, j'ai fondé l'association Les Azas il y a 6 ans de ça aujourd'hui et je suis chef de projet pour cette association depuis 2 ans. J'ai une petite fille de 11 ans et si j'en parle, c'est que ça a été un petit peu ce qui m'a propulsée vers le secteur de la gérontologie sociale. Aujourd'hui, il sera question de notre regard en tant que société sur les vieux, de maladie d'Alzheimer et de veille bienveillante, de détresse sociale et de courage politique, d'abandonner notre liberté, de tests et de sentences, de perte d'autonomie et de rester un être en devenir, de colocation, de faire ses propres repas, d'accueillir ses enfants, de vivre comme à la maison, et comme pour chaque épisode, d'alternative. Un entretien enregistré sur Valence en septembre 2023. Bonne écoute. J'ai été élevée par ma grand-mère, donc je suis tombée dans le moule toute petite. Et c'est marrant parce que je suis en train de lire un livre en ce moment qui fait écho à ça, notre regard sur les vieux. Et moi, mon regard sur les vieux, c'était le regard d'une personne qui était drôle, qui était belle, qui sentait bon. Donc j'ai jamais vu le vieux comme un ennemi ou quelque chose de différent. J'ai vu le vieux sous tous ses charmes. Après, forcément, quand on est élevé par une grand-mère, on la perd relativement jeune, toujours trop jeune. Et puis je me suis lancée dans la vie active sur des secteurs un petit peu parce que j'aimais l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé ma première entreprise très jeune. Ça s'est arrêté aussi relativement jeune. Et puis une autre entreprise. Donc j'ai travaillé dans le monde économique lucratif, on va dire. Et puis quand je suis tombée enceinte de ma fille, Lilith, je me suis dit là, ce monde-là ne m'attire plus. J'aimais l'élan que ça pouvait procurer, la dynamique, l'enthousiasme, etc. Mais j'avais envie vraiment de travailler dans un secteur qui me réponde. Et là, ça a été une évidence que j'allais travailler avec et pour les personnes âgées. Donc j'ai intégré un Master 2 à Saint-Étienne qui était dans l'entrepreneuriat spécifiquement sur l'économie sociale et solidaire avec le projet de monter une petite maison en colocation pour des personnes qui avaient entre 70 et 100 ans, enfin peu importe, il n'y avait pas de limite d'âge de sortie. Et puis j'ai été prise en stage chez Droit Aménagement Habitat où là j'ai travaillé sur la veille bienveillante et je me suis questionnée sur le maintien à domicile. Pendant ce Master 2, en fait, j'ai fait connaissance avec une personne qui était cadre de service dans une institution pour des personnes cérébro-lésées et qui coupait les cours régulièrement en appelant Janie. Et de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Janie était sa maman, maintenue à domicile, qui vivait avec la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle l'appelait régulièrement pour être sûre que Janie aille bien, pour être sûre que Janie ait pris ses cachets, pour être sûre que Janie ait mangé, etc. On a beaucoup parlé, notamment de la maladie d'Alzheimer, mais plus en général de comment notre société avait porté un regard sur les vieux. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, non pas parce que les systèmes actuels ne nous conviennent pas du tout ou autre, mais en tout cas créer une alternative. Parce qu'on n'est pas tous faits pour aller vivre en maison de retraite, parce que être vieux, c'est pas non plus le fait de dire on abandonne tout et notamment on abandonne sa liberté, surtout quand on vit avec la maladie d'Alzheimer. Et donc on a eu l'idée d'une maison où on pouvait vivre comme à la maison, mais sans souffrir de détresse sociale, d'isolement ou autre, d'où est né les Azas. En fait, quand on passe des tests, qui sont quand même très très durs à vivre pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, on va te questionner sur quel est le jour, quelle est la date, quelle est la saison, où habites-tu, etc. Ce qui en général les met beaucoup en difficulté. Et puis après, il y a une sentence qui tombe. Je pense que certains matins, il ne faudrait pas qu'on nous fasse vivre les tests, même sans vivre avec cette maladie. Et cette sentence, derrière, elle est suivie de non, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui guérisse de la maladie. Ça va aller de pire en pire, grosso modo. Aujourd'hui, vous oubliez ça, puis demain, ça sera ça, puis demain, il y aura des troubles du langage. Enfin, voilà, on t'annonce ça comme ça.
Et Anne, donc la cofondatrice des Zaza, mon amie, a dit non, en fait, j'ai pas envie que vous parliez de ça à ma maman, puisqu'elle a toujours été dépressive et que lui annoncer ça va être pire, quoi. Donc quand elle communiquait, elle disait voilà, elle a fait ça, mais j'imagine que ça doit être peut-être un petit rite des Zaza. Et Zaza est resté. Par la suite, on a trouvé l'anagramme sympa avec Zen Attitude, Zen Alzheimer, parce que ça correspond bien à ce qu'on veut montrer dans ces maisons. Et voilà, l'aventure des Zaza a été lancée. L'aventure des Zaza, elle a commencé à Clermont-Ferrand. Et puis, il y a 4 ans de ça, parce qu'on arrivait un petit peu au bout de nos compétences, etc., sur l'équipe clermontoise, on a décidé de la faire venir à Valence, puisque moi, je suis originaire de Valence, c'était plus pratique aussi. Et mon directeur professionnel actuel a dit écoute, moi je veux bien recréer un bureau, je veux bien être président, etc. Et l'aventure valentinoise a commencé comme ça. On était 4, on avait juste un petit bureau et aujourd'hui on est 25. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route en compagnie de Carole, qui nous parlait de son parcours, de la maladie d'Alzheimer et de la création des Zaza. Et il est donc grand temps d'en savoir plus sur ce que sont les Zaza, justement. Retour à l'entretien. C'est la proposition de colocation de 8 à 10 personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et qui vivent comme à la maison. C'est-à-dire un logement de droit commun. Tu as les clés, tes enfants peuvent avoir les clés de la maison, tu peux sortir et entrer vite, tu peux prendre tes repas à l'heure où tu le désires, tu fais tes repas avec, on ne fait pas les repas pour toi. Tu peux ou pas profiter de ce qui est généré par la colocation en termes d'activité. Tu peux faire du jardin, tu peux accueillir tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, tes voisins. Bref, une vie comme à la maison, mais avec des personnes qui sont spécifiquement formées à la maladie d'Alzheimer. Sur un modèle qu'on a découvert quand on a créé l'association, on a fait une étude de benchmark en regardant un petit peu tous les modèles associés à ce qu'on imaginait, qui s'appelle Carpe Diem au Québec, une maison qui a été fondée par Nicole Poirier il y a 25 ans de ça, et qui fonctionne sur ce modèle-là. La maladie d'Alzheimer, on le sait, il y a effectivement une perte de mémoire, une perte de repères, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent. La baseline des Zaza, c'est un petit peu sur les mémoires. On a différentes mémoires. Il y en a qu'on perd et puis il y en a qu'on conserve. Et l'idée des Zaza, c'est vraiment garder les habiletés de chacun le plus longtemps possible et avoir pour ça un accompagnement qui soit adapté. On ne gère pas tout le monde de la même manière, comme dans une coloc de jeunes étudiants. Il y en a qui sont habitués à lire tard le soir, d'autres écouter la musique le matin. Chacun doit maintenir ses habitudes de vie. Voilà. Donc la maison des Zaza, c'est une maison ouverte où on vit comme on a envie de vivre avec un accompagnement bienveillant qui est directement formé à la maladie d'Alzheimer. Alors on a 2 projets en cours. C'est des projets qui sont très longs à mettre en place parce qu'il y a un investissement qui est extrêmement important. Il faut convaincre les élus, il faut convaincre les financeurs. Nous travaillons depuis plus de 3 ans maintenant en étroite collaboration avec France Alzheimer parce que pour nous, tous les acteurs autour de la maladie d'Alzheimer sont extrêmement importants et on puise nos ressources chez tous ces acteurs. Maintenant, pour un élu, c'est pas si simple que ça parce que c'est décidé qu'on va être sur un modèle alternatif, un modèle ambitieux, mais un modèle qui est plus contrariant qu'un EHPAD ou qu'une résidence senior où là, la personne vit, entre guillemets, sous clé, donc il n'y a pas de risque d'évasion, même s'il y en a, etc. Donc il faut un courage politique pour accepter qu'une maison des Zaza puisse s'installer. Et puis après, il faut mettre la société dedans, c'est-à-dire que demain, une maison va s'ouvrir dans un village. Il faut que tous les habitants sont conscients que c'est une maison ouverte. Donc il se peut qu'on croise Robert, Janine ou je ne sais qui est en train de déambuler dans le village et qui n'est pas forcément perdu, mais ça peut être bien aussi d'arriver et de lui dire moi je vais te ramener chez où tu habites et on va faire le chemin ensemble. Donc c'est des projets qui sont longs parce que aussi un poids financier, comme je l'ai dit, extrêmement important, mais qui semblerait se concrétiser dans 2 villages autour de Valence où on est très bien parti. Les locaux sont
sont définis. On a les partenaires pour nous accompagner sur ces projets. Mais voilà, c'est un travail de fond. Alors il n'y a pas de critère pour rentrer dans une maison des Zaza, si ce n'est le fait d'adhérer au projet. Après, bien sûr, ça a un coût, une maison des Zaza, tout comme tout type d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Mais on ne va pas être confronté à ce qu'on appelle les GIR, c'est-à-dire le degré d'autonomie de la personne. Il faut qu'elle soit d'accord pour entrer dans la maison des Zaza, que la famille soit d'accord également, tout simplement parce qu'on ne laisse pas les familles devant la porte. On n'arrive pas avec les valises et puis on dit bah voilà, maintenant c'est votre métier, vous savez faire et puis je vais laisser ma maman ou mon papa entre vos mains parce que moi je n'y arrive plus. L'idée de la maison des Zaza, c'est qu'on soit vraiment sur un système inclusif et qui fonctionne, comme je l'ai dit, avec les habitants du quartier, avec les amis, avec les voisins et bien évidemment avec la famille. La maladie d'Alzheimer, elle peut couper complètement la personne de sa famille parce qu'incompréhension, parce que on ne supporte pas de voir sa mère ou son père évoluer comme ça. C'est une belle leçon de vie aussi, un regard sur notre société, c'est que la différence, elle fait peur, quoi. Il faut se dire aussi que on peut aimer la personne que devient son père, sa mère, son voisin, parce qu'il a la maladie d'Alzheimer et qu'aujourd'hui, ce côté très sérieux qu'il avait hier au niveau professionnel ou autre, aujourd'hui il est beaucoup plus léger, beaucoup plus... Voilà. Mais en tout cas, c'est accepter la différence. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet de société chez les Zaza comme ailleurs. Explication limpide qui nous permet de bien comprendre l'implication des Zaza auprès des seniors touchés par la maladie d'Alzheimer. Mais qu'en est-il des aidants, de la famille ? Eh bien, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien. Le cœur du projet, c'est vraiment être formé le mieux possible sur cette maladie. Et être formé le mieux possible sur cette maladie, c'est pas se dire on doit faire une toilette une fois, 2 fois par jour ou faire des tests de mémoire ou autre. C'est comment on va rentrer dans la tête de l'autre pour ne pas être, par mégarde, malveillant envers lui. Et ces attitudes-là, à la fois, elles sont extrêmement importantes au niveau des accompagnants et de la famille, ou en tout cas de l'entourage. Typiquement, on voit souvent chez des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, le conjoint, le fils, la fille, le frère, la sœur, qui disent « mais enfin, si, rappelle-toi, je te l'ai dit ». Parce que soi-même, on est tellement mal à l'aise de ce décalage qu'on se dit « mais si, elle doit avoir la ressource, on va essayer d'aller chercher la réponse, elle doit pouvoir encore nous reconnaître sa petite fille, se rappeler son prénom ou autre ». Donc, la formation est extrêmement importante et dans le projet des Zaza, l'idée c'est que à la fois bien évidemment les accompagnants soient formés de manière régulière, mais que ces formations soient ouvertes à l'entourage et aux habitants à qui a envie de venir. On a fait venir au mois d'avril Nicole Poirier, donc j'en parlais tout à l'heure, la cofondatrice de Carpe Diem au Québec. On a rempli 2 salles de 200 personnes et on a refusé un monde fou. Ce qui veut dire que à la fois, il y avait des professionnels de santé, mais il y avait également plein de personnes qui sont concernées par un proche, par la maladie d'Alzheimer, et qui sont sorties, et là on a des photos qui en témoignent, avec un sourire radieux. Parce que là on leur a amené autre chose, c'est pas ce qu'ils voyaient forcément dans une unité fermée, où tout est sous clé, où il y a des portes anti-évasion, où le personnel est un petit peu détaché de ce qui se passe, où on laisse une grand-mère parler, crier, etc.
on était vraiment sur autre chose. Et comprendre pourquoi, parfois, il y a des cris, parfois, il y a de l'agressivité, etc. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris le message. Je crois qu'il y a un exemple dans ces conférences qu'elle donne qui est extrêmement sympa, où elle parle d'une personne qui aurait gagné un voyage organisé et qui part en Chine, et puis à un moment elle va perdre le guide et les autres passagers de l'autocar. Et là elle se retrouve dans un pays où elle n'a pas l'alphabet, elle n'a pas le langage, elle est en stress parce qu'elle n'a aucun repère, etc. Il faut se dire que ça peut être ça de vivre avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on essaye de se faire comprendre mais l'autre ne nous comprend pas, l'autre nous parle et on ne comprend pas non plus ce qu'il dit. On va nous asseoir de force, on va nous faire manger de force, on va nous coucher de force. Et tout ça génère une agressivité qui est logique, qui serait exactement la même pour tout un chacun. Alors j'ai 2 messages à envoyer. Un premier message au niveau des élus à qui je dis ayez le courage de le faire pour être fiers par la suite, pour être vraiment fiers de se dire on a une maison des Zazas. Et accueillez-nous, appelez-nous, on a un site leszaza.org où vous trouverez toutes nos coordonnées. Et puis un message à la société civile, qu'on soit ou pas concerné par la maladie d'Alzheimer, comme je l'ai dit, c'est un phénomène de société, c'est comment vivre avec des gens différents. Et si vous avez envie de nous rejoindre, on fait, on a des réunions régulières, on fait aussi des séances d'intelligence collective pour que toutes les idées arrivent et personne chez Zaza ne pense détenir vraiment la bonne solution, la bonne pratique ou autre. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre chez les Zaza. Tout le monde j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur les 25 membres, ça va du neurologue à la personne qui intervient directement à domicile, en passant par une consultante en gérontologie sociale, le président qui est directeur d'une coopérative d'activité. On a des profils extrêmement différents. C'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qui nous permet d'avancer et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir parfois le plus de justesse par rapport à l'approche de la maladie. Donc les élus et la société civile, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route et on approche de la fin de l'émission. On retrouve donc pour une dernière fois Carole et on ouvre le débat sur notre regard en tant que société sur nos vieux. Alors c'est vrai qu'on est sur... Et je pense que c'est quand même typique à la société française. On a une approche de la personne âgée qui est relativement atypique dans le sens où, grosso modo, une fois que tu as passé le cap des 65-70 ans, tu deviens vieux. Et puis une fois que tu deviens vieux, on ne te regarde plus forcément parce que la vieillesse fait que le corps bouge un petit peu quand même. On ne t'écoute plus forcément puisque tu es détourné du monde professionnel. Et puis on a l'impression que tu coûtes cher parce que on vit de plus en plus vieux. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un temps actif qui est quasi équivalent, voire moins important que le temps sans activité professionnelle. Je crois que c'est en train de bouger un petit peu parce que on se rapproche tous de ce moment-là et qu'on se dit, mais nous, on n'a pas envie de ne plus être écoutés, on n'a pas envie de ne plus faire nos choix, on n'a pas envie que nos enfants décident pour nous, on n'a pas envie de se sentir être un poids pour la société. Toutes ces choses-là, moi j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais un matin, j'adore aller faire le marché à Valence, et un matin j'ai bousculé, sans faire attention évidemment, le caddie qui était devant moi, et c'était un monsieur qui devait s'approcher peut-être des 75 ans, mais qui était encore bien en forme, et il me dit « Ah, je vois votre intention, vous voulez vous débarrasser d'un vieux ?» Je dis « Alors là, certainement pas, vous tombez mal. »
Mais voilà, il y a cette espèce de... Ou ma belle-mère qui a 93 ans et qui dit de toute façon maintenant je suis un poids pour tout le monde, donc j'aimerais partir. Bah non, vous n'êtes pas un poids pour moi, ni pour ma fille, voilà. Je pense qu'une société, elle va bien quand on regarde ces vieux avec un regard aimant. Et le fait, on a vu ce qui s'est passé pendant le Covid, où on isolait totalement les gens, soi-disant pour les protéger. Je ne sais pas de quoi vraiment les protéger. On protégeait l'institution. Ceux qui voulaient partir, c'est comme tout, hein, les maladies, on a aussi, elles s'installent là où le terrain est bon aussi, et que on se dit, ouais, moi je peux admettre qu'à 85, 90, 95 ans, on se dise, j'ai eu une belle vie, et puis là, voilà, ça peut s'arrêter. Donc cette période, elle a aussi révélé le fait que c'était une population qu'on n'écoutait plus. Moi, je vis juste en face d'une résidence senior, et j'avais un petit papy de 85 ans qui était obligé de faire le mur parce qu'il me disait on me met mon plateau repas devant la porte et on a le droit de voir personne. Je ne sais pas, ça ressemble plus à un système carcéral qu'à une résidence senior. Et à aucun moment on leur a demandé leur avis. Les familles étaient privées de visite également. Et je crois que sur des événements comme ça, il y a toujours du bon. Et le bon qu'on doit en tirer, c'est se dire plus jamais ça. Sachant que là, on nous reparle de Covid. Il faut plus qu'on considère que ces personnes-là n'ont pas leur mot à dire. Si elles ont envie, moi j'ai posé la question, j'étais avec ma sœur et on a posé la question à ma mère. On lui a dit, est-ce que tu as envie que on te voit moins, qu'on te prenne plus dans nos bras, etc. Et elle nous a dit très clairement non, parce que c'est ça qui me ferait mourir. Et je crois que l'isolement qu'on peut voir aussi dans les maisons de retraite, où on va mettre des horaires, parce que l'institution évidemment ne peut pas fonctionner autrement, on doit gérer du personnel, etc. Et ça c'est déjà une privation pour les familles. Moi j'ai eu mon père qui malheureusement est tombé malade et a été en EHPAD avec une maladie très très grave. Les visites s'arrêtaient à 18h. Moi, je quittais mon travail à 17h30 et c'était juste pas possible. On est tombé sur un personnel soignant qui était adorable et dans l'empathie et qui nous ont dit vous passerez par la porte de derrière, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, je crois que notre regard doit changer. Un vieux, il a plein de choses à nous apporter. Le tissu associatif actuel, s'il n'y avait pas de vieux, je ne sais pas trop où il en serait, parce qu'ils sont très actifs à ce niveau-là. Ils sont très actifs au niveau de leurs petits-enfants. C'est aussi, et là, il y a pas mal d'écrivains, sociologues qui sont penchés là-dessus, mais le vieux, c'est aussi celui qui permet à la petite fille d'aller en vacances, parce que les parents sont un petit peu justes dans leur quotidien, etc. Donc, vraiment, je pense que l'événement Covid doit nous permettre de se dire changeons de regard. Changeons de regard, soyons un peu plus aimants, on le sera tous un jour. Et voilà. On a parlé beaucoup des vieux, parce que moi c'est mon dada, mais la maladie d'Alzheimer, c'est aussi les jeunes. Sur le modèle de Carpe Diem, il y a une maison qui existe à Crolles qui s'appelle Amadiem. Il y aura, je ne vais pas parler du reportage qu'il y aura la semaine prochaine parce que ça serait désuet, mais Amadiem, je vous invite aussi à aller voir sur YouTube, etc. Il y a pas mal de reportages. Et c'est important de se dire ce n'est pas qu'une maladie de vieux. Donc voilà, les jeunes, il va falloir aussi s'intéresser à où aller quand on est jeune et qu'on vit avec la maladie d'Alzheimer. Je ne suis pas sûre que l'EHPAD soit le bon endroit. Donc c'est aussi un des projets de la Maison des Azas. Alors moi, je finirai juste par une petite phrase de Catherine Bergeret-Amselec, qui est psychanalyste et qui parle beaucoup également des vieux, parce qu'elle aussi a été élevée par une grand-mère, et qui dit « En perte d'autonomie, on reste un être en devenir ». Et voilà, je finirai par ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Carole pour la conversation et l'engagement. Un entretien mené par Christelle Jacob et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez en savoir plus sur les Zaza, nous vous invitons grandement à vous rendre sur leur site, le zazas.org. Pour réécouter cette émission ou découvrir l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le site https://resonance.media.
Résonance, REZONANCE. À bientôt pour une nouvelle émission.